Salut, je suis toujours Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred l'Astronome. Et aujourd'hui, on va faire un petit JT sur les dernières nouvelles de l'espace, les news quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler déjà du journal de Thomas Pasquet, du journal de bord de Thomas Pasquet. Thomas Pasquet, vous le connaissez peut-être pas, mais c'est un futur habitant de la station internationale. Il va aller dans l'espace. Il va aller à 400 km d'altitude, il va aller dans la station internationale et il va aller faire des expériences. Et là, petit à petit, de temps en temps, il fait ce qu'on appelle un journal de bord. Donc il présente ses dernières préparations en vue de son vol sur l'ISS. Donc voilà, donc nous allons parler de Thomas Pasquet. Voilà. Alors je vais essayer de vous montrer qui c'est. Voilà, c'est lui, Thomas Pasquet. C'est un Français. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a essayé donc son scaphandre de sortie extravéhiculaire. Il a sorti son EMU, qu'on dit en anglo-saxon. Voilà. Il dit qu'en avril, il a fait son baptême du vide. J'ai testé pour la première fois le scaphandre EMU dans des conditions spatiales, à l'intérieur d'une chambre à vide du Johnson Space Flight Center. Alors, m'excusez de mon anglais est un peu pourri. Donc, dans le but de se familiariser avec certains dispositifs du scaphandre américain, tels qu'une petite soupape qui permet de faire fuiter un peu d'air vers l'extérieur et donc de créer une circulation dans le scaphandre. C'est parfois nécessaire parce qu'il fait chaud dans les scaphandres. Donc, même trop chaud même. Voilà. Donc voilà. Et il dit, ou encore, le branchement par cordon ombilical avec la station qui fournit, la puissance électrique et l'oxygène au scaphandre. Parce qu'il faut savoir que, bon, quand on est sur Terre, on respire essentiellement, il y a de l'oxygène, mais il y a beaucoup plus d'azote dans l'atmosphère terrestre que d'oxygène. Sauf que l'azote, c'est lourd. C'est lourd, et dans les scaphandres, la maniabilité, youpi, j'ai réussi à le dire, la maniabilité n'est pas toujours très facile quand c'est gonflé avec une atmosphère telle que celle qu'on a sur Terre. En plus, dans les scaphandres, par exemple sur Terre, on dit qu'on a une atmosphère. Dans la Station Spatiale Internationale, c'est pareil, c'est une atmosphère. Alors à quoi ça correspond une atmosphère? Ça correspond au poids total de l'atmosphère terrestre par rapport au niveau des océans. Par exemple, quand vous êtes au bord de l'océan, sur la plage, vous êtes les pieds dans l'eau, vous êtes au niveau 0. Et donc de là, vous partez, vous montez très très haut dans le ciel, jusqu'à à peu près, je crois que c'est à peu près 100 km d'altitude. Et ben, cette épaisseur-là, c'est ce qu'on appelle une atmosphère. Donc c'est l'atmosphère terrestre, c'est ça, donc on appelle ça une atmosphère, donc ça a une certaine masse sur le corps humain, sur Terre, donc voilà, et puis c'est ce qui permet de maintenir, entre autres, de maintenir l'eau liquide, des océans, tout ça, et de maintenir la vie sur Terre. Donc dans la Station Spatiale Internationale, ils ont reproduit cette atmosphère. Voilà, donc voilà, mais dans les scaphandres, ils ne peuvent pas mettre une atmosphère. Ils sont obligés de la mettre à 0,4. Voilà. Ils le disent d'ailleurs. Dans la Station Spatiale Internationale, la pression ambiante est une atmosphère. Et l'air, comme sur Terre, est composé d'abord d'azote, puis d'oxygène. Dans le scaphandre, la pression n'est plus que de 0,4 atmosphères. Mais il s'agit d'oxygène pur. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire des paliers de décompression. Et donc pendant ces paliers de décompression, Thomas Pasquet a regardé Seul sur Mars. Ça c'est génial.
Ça, c'est super. Thomas Pasquier qui regarde Seul sur Mars avec Matt Damon. Voilà, donc lorsque finalement je suis arrivé à 0,4 atmosphère, hein, parce que dans la chambre à vide, et puis dans la chambre à vide, il faut savoir que sur Terre, enfin pas dans la chambre à vide, parce que dans la chambre à vide, ils font le vide. Il y a 0 atmosphère. Dans le scaphandre, il y a 0,4 atmosphère. Mais il faut savoir que quand ils sont à 8 atmosphères, sur Terre, ils sont obligés de rester assis, les astronomes, les astronautes, les spationautes, parce que c'est un français, c'est un spationaute. Ils sont obligés de rester assis, parce que le scaphandre, il faut savoir qu'il pèse 150 kilos. Il faut savoir qu'un spationaute, homme, femme, doit peser le minimum de son poids viable. Alors quand je parle du poids viable, par exemple, moi, je suis trop gros. Pour aller dans l'espace, il faut peser le minimum du poids de forme. C'est-à-dire, si vous devez faire 60 kg, eh ben, faut pas faire 61 kg. Faut pas non plus faire 59 kg, parce que vous pourriez être considéré comme en mauvaise santé. Il faut faire 60 kg. Si vous devez faire 60, si les médecins de la NASA, de l'ESA, ou des agences cosmonautes russes par exemple considèrent, puisque là c'est plutôt des agences, c'est plutôt l'agence de Baïkonour, donc les cosmonautes, les spécialistes du cosmodrome de Baïkonour, les médecins du cosmodrome de Baïkonour qui vont évaluer le poids de santé, de Thomas Pasquier. Donc s'ils évaluent, je ne connais pas son poids, hein, je vous le dis tout de suite, mais s'ils évaluent son poids qui doit faire 60 kg, eh ben, il ne dépassera pas les 60 kg. Donc il ne faut pas qu'il fasse plus de 60 kg. Donc vous imaginez 60 kg, le bonhomme, plus le scaphandre, 150 kg. Voilà. Donc on va arrêter là avec monsieur Thomas Pasquier. Apparemment, il nous dit que ça s'est très bien passé et que ses bagages sont prêts. Alors, si, je voulais quand même vous parler des bagages, parce qu'ils emportent des bagages. Hein. Comme il dit, mes valises sont prêtes. Mais, alors ils appellent ça des CTB. CTB, ça veut dire, alors excusez-moi pour l'anglais, Crew Transfer Bag. Voilà, je vous le... Hein. Donc il emporte plusieurs choses, notamment la code 21 que lui a donné le président de la République. Hein. Il emporte 2 bouquins. Les éditions complètes de Saint-Exupéry dans la Pléiade. Et il emporte, alors ça je le lis en même temps que vous, hein, sur la dépêche, de la Terre à la Lune de Jules Verne. C'est formidable, c'est génial. Et il a un autre bagage qui va emporter, alors ça c'est un bagage qui est déjà, qui va partir à part, qui va partir avec un vaisseau type... comment vous dire, c'est un vaisseau, c'est un cargo quoi, un cargo, par exemple le cargo Progress, hop, il va partir avec une fusée. Dedans il n'y a que des bagages, des vivres, des expériences nécessaires, enfin tout ce qu'il faut pour là-haut quoi. Et donc ce bagage là, donc le premier bagage dont il parle, où il a mis plein de choses, où ils ont fait mettre plein de choses dedans, ça part à part. Lui, il va partir avec un bagage d'1,5 kg où il va mettre ses propres affaires personnelles. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'il va mettre. Il va mettre des bijoux pour sa copine. Ça c'est génial, c'est un amoureux. J'ai entendu dire qu'il allait mettre une montre pour son frère et une pour lui aussi. Un fragment de météorite qui lui a été confié par la Cité de l'Espace. Enfin voilà, bon j'en finis avec Thomas Pasquier. Et si, quand même, je vais vous dire quand même une chose. Il part. Alors, oulala, vous voyez, la vidéo, elles sont très bien préparées chez moi. Il part pour novembre 2016. Voilà. Donc, en novembre 2016, nous, Cocorico, nous avons un Français dans l'ISS, là-haut, à 400 km d'altitude. Nous avons un Français, Thomas Pasquier. Voilà. On applaudit, bravo, les deux mains, machin, patati patala. Deuxième nouvelle dont je vous voulais parler, il y a donc des étudiants et des scientifiques belges
donc qui ont trouvé 3 exoplanètes. 3 exoplanètes. Alors vous allez me dire, trouver 3 exoplanètes, c'est pas vraiment le truc le plus... c'est pas du youpi, hein, mais bon. Mais ils ont trouvé 3 exoplanètes. Mais qu'est-ce qu'elles ont, ces 3 exoplanètes qu'elles soient exceptionnelles pour que j'en parle ici, dans Fred l'astronome. Elles sont exceptionnelles parce qu'ils disent qu'ils pourraient chercher de la vie. Oh, tout de suite, j'en entends qui vont dire « Oh, qu'est-ce qu'ils racontent? Chercher de la vie, machin et tout. » Alors, voilà, c'est une équipe belge annonce la découverte de 3 exoplanètes comparables à la Terre, dont l'étude détaillée incluant la recherche de vie sera à la portée de télescopes géants en construction, dont un qui va être en 2018, normalement, qui devrait partir en 2018, c'est le JWST. Le JWST. Donc, vous avez compris, le James Webb Space Telescope, qui va remplacer le télescope Hubble, que tout le monde connaît, hein, qui tourne là-haut. Voilà. Et en plus, ces 3 exoplanètes découvertes donc par les Belges, hein, ils sont très forts ces Belges. Alors, je vais m'amuser à faire un truc. Ces 3 planètes sont en orbite autour d'une étoile rouge, jusqu'ici appelée, accrochez-vous bien, 2 masses J 230 629 28-05 02 285. Youpi! Bon, alors ils se sont pas trop emmerdés parce qu'en fait, ils ont été les chercher avec un télescope de 60 cm de diamètre qui s'appelle TRAPPIST. Donc, comme le télescope avec lequel ils ont découvert ces exoplanètes s'appelle TRAPPIST, eh ben ils ont simplifié le truc. Ils l'ont, l'étoile donc autour les 3 planètes tournent s'appelle TRAPPIST 1. Et donc les 3 autres s'appellent TRAPPIST 1b, donc les planètes, TRAPPIST 1c et TRAPPIST 1d. Voilà. Donc elles sont intéressantes parce que il y en a une qui se trouve dans la zone habitable. Voilà, il y en a une qui se trouve dans la zone habitable. Alors je suis en train de dire en même temps que vous qu'en fait c'est la planète B et C ne sont pas dans la zone habitable. Par contre la planète D se trouverait dans la zone habitable. Donc voilà. Donc c'est une petite naine rouge. C'est pas une étoile comme notre soleil, hein, c'est beaucoup plus petit. Qui émet 2000 fois moins de lumière que notre soleil et qui à sa surface est 2500 degrés. Notre soleil c'est aux alentours de 6000 degrés à la surface. Hein, donc voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais vous parler aussi, machin et tout. Ah oui, donc il y a aussi, je voulais vous dire, donc je voulais vous dire aussi que ces planètes, le début des années 2020 verra par ailleurs l'émergence des télescopes terrestres de la classe des 30 mètres, donc l'EELT européen, et le projet américain GMT et TMT. Alors, ces deux sont des gros télescopes qui vont faire entre 30 et 40 mètres de diamètre. Donc, ce sont de gros télescopes. Ces télescopes-là, accrochez-vous bien, vont aller chercher sur ces 3 planètes trouvées par les Belges s'il y aurait des signes possibles de vie. Alors, quand on dit possible de vie sur des exoplanètes, j'essaye d'être... je vais en prendre 2 minutes là. J'essaye d'être un peu... j'essaye de mettre des guillemets. D'être prudent sur... ils vont pas trouver des bonhommes verts dessus, ou des gris, ou je sais pas comment, là, enfin, ou des comme nous. Hein. Marc, qui trouverait avec des comme nous, on serait dans la merde, hein, je vous le dis pas. Mais non, ils vont trouver, et ce qu'ils vont essayer de trouver, c'est voir s'il y a des bactéries. Voilà, juste des bactéries, ou des petites algues, hein, des micro-algues, ou des bactéries. Enfin, s'il y a un dégagement de méthane ou de carbone, enfin quelque chose qui se dégage d'une petite source de vie. Voilà. Donc on va arrêter avec les 3 planètes. Hein. D'ailleurs, en parlant des 3 exoplanètes qu'ils ont découvert les Belges, et bravo aux Belges, hein. Super les Belges. Hein.
il faut quand même que je vous dise que la NASA annonce, par le biais du télescope Kepler, vous connaissez tous le télescope Kepler qui cherche des exoplanètes, ont trouvé 1200 planètes en plus. Alors je vous dis environ 1200 planètes. Hein. N'allez pas dire Fred, t'as dit 1200 planètes alors que c'est 1199 planètes ou 1201 planètes. Non, je vous dis juste qu'ils ont trouvé à peu près environ 1200 planètes. Voilà, par le biais du télescope Kepler. Voilà. C'est pour ça que c'est des planètes que... Voilà. Donc voilà. Donc ça, je ne vais pas vous en parler, ça ne va pas vous intéresser. Donc je vais vous parler aussi, parce que voilà, nous sommes au mois de mai, ouais. Et j'ai reçu Ciel et Espace, Patactère, avec en gros titre, les planètes géantes. Voilà. Et donc, je vais vous parler de cet article, parce que c'est une nouvelle. Que cachent les nuages des planètes géantes? Voilà. Alors, la vidéo, là, je la tourne le 12. On est le 12 aujourd'hui. Non, on est le 13. Excusez-moi, on est le 13. Aujourd'hui, on est le 13, et c'était hier le 12. Aujourd'hui, on est... Oui, parce qu'hier, j'ai préparé la vidéo d'aujourd'hui. Vous voyez, elle est bien préparée. Je travaille super bien. Hein, il va falloir que je continue à travailler. Donc, voilà. Donc, demain, en kiosque, 14 mai, donc demain, il y aura Ciel et Espace avec ce fameux article « Que cachent les nuages des planètes géantes ?» Hein. Donc apparemment, des taurides ou glaces, leur brume d'ammoniac ou de méthane demeurent encore largement incomprises. Donc le 5 juillet 2016, la sonde Juno abordera Jupiter pour lever le voile sur la composition de son atmosphère et de ses couches internes. C'est une bonne nouvelle ça! On va pouvoir avoir des nouvelles de Jupiter. Mais qu'en sait-on aujourd'hui? Que nous apprennent les premières images de planètes en formation sur leur destin? Des planètes gazeuses pourraient-elles abriter la vie comme en rêvait l'astronome Carl Sagan dans les années 1970? Voilà. Donc c'est un dossier dans Ciel et Espace. Je fais de la pub à Ciel et Espace, malgré qu'ils m'ont envoyé un courrier aujourd'hui qui avait en même temps que Ah merde, c'est trouble. En même temps que le journal, là, que le magazine, en me demandant d'abandonner mon abonnement. Enfin, l'abonnement que j'avais machiné. Parce qu'ils ont des problèmes de financement, comme la presse écrite en ce moment a des problèmes de financement. Donc les gars, abonnez-vous en papier, presse écrite, s'il vous plaît. Évitez le numérique, hein, même si moi je suis pro-numérique, même si je dis que l'avenir ça va être de lire sur des tablettes et tout le machin. Mais pour le moment, s'il vous plaît, ça fait 20 ans que je suis abonné à Ciel et Espace. J'ai jamais abandonné Ciel et Espace. J'ai abandonné d'autres magazines. Bon, je les citerai pas parce que... Voilà, je vais pas leur faire de la mauvaise pub, mais il y avait pas toujours des articles qui m'intéressaient en rapport à l'astronomie. Alors que là, Ciel et Espace, astronomie à fond. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Ciel et Espace. Donc voilà. Donc je vais finir avec ça. Je vais vous dire au revoir. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous. Mettez l'œil à l'oculaire. Et je vous dis salut. Et à bientôt sur Fred l'astronome par Frédéric Bertoni, c'est moi.